Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde. Salut, salut. Est-ce que vous êtes là? Allô? Pas de son. Sixième. Allô? Dixième. Allô? Nous sommes. Je vous salue tous. Qu'est-ce que vous m'entendez? Oui. bien. On a un problème de Je carburant. suis déjà équipé avec mes micros pour les haïr. Oui. D'ailleurs, nous avons vu. Il semble aussi Ici, que. c'est plus facile. Il n'y a pas besoin de gros appareils, juste un petit appareil comme ça. Et vous allez n'importe où dans le monde. Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien, non? Là-bas? C'est bon? On s'est amélioré. Donc, aujourd'hui, on va passer des émotions à la cognition. Nous sommes donc à la page 220, le 6e chapitre, les approches cognitives. Alors ici, nous devons commencer par la définition clé de toutes les approches dites cognitives en thérapie de counseling. Et c'est le lexique publié en ligne par Psychomédia dans la rubrique Psychologie et santé, les termes cognitif, cognition, ayant pour synonyme cognitive fonction psychologique. La fonction cognitive se définit comme étant l'ensemble des processus mentaux relatifs à la connaissance, tels que la perception. Quand vous percevez quelque chose, vous commencez à connaître. La perception, la mémorisation, le jugement, les raisonnements, parce qu'avant le raisonnement, c'est le jugement, c'est-à-dire vous faites une proposition avec un sujet, un verbe, un complément. C'est un jugement. Je suis malade, je suis en santé. C'est un jugement que je formule. Vous ne suivez pas bien le cours, c'est un jugement. Si vous dormez et que vous n'êtes pas éveillé, alors vous ne suivez pas les cours. Un raisonnement. Un raisonnement. Alors, la perception, la mémorisation, les raisonnements, la résolution des problèmes, le processus de la pensée, au repos même, quand vous êtes au repos, mais vous connaissez à raisonner, à penser, à réfléchir sur des questions importantes ou banales, eh bien, vous êtes en train d'exercer une fonction cognitive. La cognition est généralement distinguée de l'émotion. L'émotion, en principe, ne raisonne pas, ne réfléchit pas. C'est aussi différent, la cognition est différente de la motivation. La motivation, c'est ce qui vous pousse à faire quelque chose. Évidemment, il y a la raison qui est derrière la motivation. La cognition est aussi différente de l'action. D'autres concepts comme l'attitude et les sentiments englobent la cognition et l'émotion. La psychologie cognitive est l'étude des processus cognitifs. La psychologie cognitive étudie le processus de la connaissance, si vous voulez. Elle est centrée sur le processus des pensées et leur contenu. Alors, dans le pensée, il y a les croyances, il y a les interprétations, les opinions, il y a le préjugé. Et comment se passent les interactions entre les pensées, entre les idées et les émotions et le comportement. On appelle biais cognitif les formes de pensée qui dévient de la pensée logique. Il y a un biais cognitif quand
votre forme de pensée dévie de la pensée logique ou rationnelle. Et ces biais ont tendance à être systématiquement utilisés dans diverses situations. Je ne sais pas si vous étiez informé qu'au temps, par exemple, du président Mobutu, il y avait des gens qui étaient là seulement pour suspecter qu'ils vont faire le coup d'État. Alors, il y avait cette paranoïa de coup d'État. Vous voyez, quand vous êtes comme ça paralysé, vous ne faites plus d'action. Vous voyez, tout celui qui ne dansait pas pour lui était dangereux. Nous sommes un peuple très intéressant quand même. Nous oublions facilement, nous les Africains, ce qui nous ont fait du mal. On a oublié tout ce que les colons nous ont fait, tout ce que les dictateurs nous ont fait. On a tout oublié. Hein? On pardonne facilement, nous autres. Comme thérapeute, nous devons apprendre à bien écouter les personnes qui nous consultent pour saisir l'origine et la nature de leurs croyances, de leurs pensées, de leurs interprétations, de leurs opinions qui perturbent leur système cognitif et les déséquilibrent mentalement. Quand les gens nous parlent, nous devons savoir pourquoi ils sont si déviés et si déviants. Alors, notre cours d'aujourd'hui comprend 3 grandes sections qui sont subdivisées en sous-sections. La première section, après l'introduction, parle du développement de la thérapie cognitive. Alors, la thérapie cognitive a progressé depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Selon certains théoriciens, c'est Albert Ellis qui a établi les fondations de la thérapie cognitive. Cependant, les travaux d'Aro Beck, avec ses collègues et sa fille, ont largement contribué à son développement scientifique. À l'instar de l'approche centrée sur la personne de notre ami que nous avons vu la fois passée, la thérapie existentielle et la thérapie cognitive est un modèle phénoménologique. Qu'est-ce que la phénoménologie? Je vous donne directement la définition qui vient dans mon cœur, que j'ai enregistrée pendant plusieurs années. La phénoménologie, et notez ça bien, c'est l'étude des phénomènes présents à notre conscience et de l'état de la conscience qui les détient. Je reviens encore. La phénoménologie est l'étude de phénomènes présents dans notre conscience ou dans notre esprit et de l'état de l'esprit qui les détiennent. C'est ça la phénoménologie. Elle se concentre sur la signification que les gens accordent à leurs expériences, à partir de leurs croyances de base et de leurs schémas. La thérapie cognitive est une méthode psychothérapeutique mise au point par un grand psychiatre américain qui s'appelle Aaron Beck et ses collègues pour aider les gens à surmonter des problèmes émotifs. Vous voyez, pour surmonter des problèmes émotifs, mais ayant des racines cognitives. Nous allons voir ça. Cette méthode insiste sur la modification de la manière de penser pour permettre l'amélioration de l'état affectif. Donc, si vous voulez améliorer votre état affectif, il faut modifier, changer votre manière de penser. Et vous savez que la façon dont nous pensons en Afrique nous amène tout droit vers le débat. Nous devons changer notre manière de penser, sinon on risque d'être encore recolonisé. L'approche cognitive repose sur le modèle sur lequel l'évaluation que l'on fait d'une situation, c'est-à-dire les pensées ou les cognitions, inclut les discours intérieurs, les images, les scénarios. Quand vous êtes avec quelqu'un, il faut toujours être alerte sur ses pensées intérieures. Et Jésus était très vigilant. Quand il parlait avec les gens, il entrait toujours dans le cœur de l'homme, les pensées cachées.
C'est un facteur très important qui détermine les émotions et les comportements. Pour Aaron Beck, nos émotions, nos comportements sont déterminés par des pensées cachées. La première partie de l'étude de la thérapie cognitive sera consacrée à une introduction sur son développement scientifique et ses concepts fondamentaux, tandis que la seconde partie porte sur les techniques d'intervention ainsi que ses implications concrètes que vous pouvez utiliser. Maintenant, quand on parle de cognition, j'aimerais que vous puissiez dire cognition, vous tous. Cognition. Est-ce qu'on peut dire tous cognition? Cognition. Cognition. Cognition, ça veut dire connaissance. Et quand vous avez connaissance, il y a deux mots. Il y a naissance. Naître avec. Chaque connaissance est une nouvelle naissance. Alors, si la connaissance est mauvaise, c'est une mauvaise naissance, un avortement. Voici le développement de la thérapie cognitive avec Aaron Beck. Je suis à la page 227 de notre livre. L'approche cognitive en psychothérapie est associée aux travaux de ce psychiatre américain, Aaron Beck, né en 1921, la même année que Lumumba, je pense. Beck était le cinquième et dernier enfant de Harry Beck et Elizabeth Temkin Beck, des Juifs russes émigrés aux États-Unis. Immigrés aux États-Unis. Après avoir perdu deux de ses enfants, la mère de Beck sombra dans la dépression. Aaron Beck l'a perçue comme étant presque toujours déprimée, imprédictible, surprotectrice, contrairement à son père qui affichait un calme olympien ou stoïcien. Aaron Beck avait beaucoup de difficultés durant son enfance. Il était souvent malade et manquait beaucoup de cours. Il lui est arrivé de refaire une classe dans sa vie, ce qui le conduisit à développer une vision négative de ses capacités intellectuelles. Beaucoup de gens, quand ils manquent une classe, ou il manque une affaire, ou tu manques l'implantation d'une église, tu te décourages. Mais ce manque déjà était une leçon. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un peu comme quand j'ai terminé un SCC, directement j'ai vu une ouverture. Alors pour les autres, ils disaient, bah, il n'a pas été élu président, il va battre, mais la présidence de l'SCC n'était qu'une étape, ça ne me disait absolument rien. Et ça me dit absolument rien. Absolument rien. Président de l'SCC, ça ne veut dire rien, ça veut dire plein de problèmes qu'il faut traiter et résoudre. Il faut dans la vie minimiser les choses pour voir ce qui est essentiel. De plus, et faites attention quand vos enfants manquent une classe ou échouent. Il ne faut pas commencer à les enterrer vivants. Il faut les encourager. La maladie de Aaron Beck les laissa avec beaucoup d'appréhension, incluant la phobie d'être blessé, de perdre tout son sang, la peur de parler en public et de suffoquer. Beck utilisait les raisonnements pour apaiser ses anxiétés, déjà comme jeune, et faire beaucoup de présentations. Il y a une connexion probable entre ses expériences familiales et la science thérapeutique qu'il va développer pour faire face à l'anxiété et à la dépression. Beck reçut son doctorat en médecine à l'université Yale en 1946 et de 1946 à 1948, il va servir comme médecin stagiaire et résident en pathologie à Rhode Island Hospital en Providence. Puis il œuvra comme résident en neurologie et entra au département de psychiatrie de Cushing Veterans. Ici, j'aimerais vous attirer votre attention que tout en étant pasteur, vous êtes en train de faire un peu de psychiatrie avec nous. Et nous avons un seul pasteur qui était formé comme ça chez nous, c'est le pasteur Massamba. Pasteur Massamba était un docteur en pastoral clinique qui a fait son stage dans les hôpitaux avec des psychiatres. Il était l'unique. Ce qui est malheureux, et je pense que le deuxième, c'était le pasteur Nzunga, qui est venu aux États-Unis. Lui aussi était diplômé en
pastoral clinique. Un pasteur clinicien, c'est un peu comme un psychiatre. C'est un peu comme un psychiatre. Et c'est très important de le savoir parce qu'il y aura un temps où j'aimerais inviter parfois des gens qui peuvent vous donner des séminaires en neurologie, en psychopathologie, etc. Ça vous permet de comprendre certaines choses scientifiques pour saisir des situations mentales qui ne sont pas nécessairement de possession. En 1953, Beck fut certifié en psychiatrie par l'ancien board de psychiatrie et de neurologie. En 1956, Beck obtint un diplôme de l'Institut psychanalytique de Philadelphie et il devint professeur au département de psychiatrie de l'école médicale, Medical School, de l'Université de Pennsylvanie, la même université ayant été fréquentée par Kwame Nkrumah. C'est là qu'il a fait ses études. Ses recherches sur la dépression furent publiées en 1967 et c'est un des spécialistes pour les tests de dépression que je vous envoie. Je vous enverrai, j'ai oublié de vous envoyer aussi les DSM que je vais vous envoyer aujourd'hui. Je vous enverrai les tests de dépression. Vous allez voir cette page-là que le révérend Martin vous transmettra et chacun de vous devra faire quelques tests de dépression, de questionnaires de dépression en ligne pour permettre de voir votre propre équilibre mental, l'équilibre mental de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants. Alors, c'est un homme qui a beaucoup écrit. Il a écrit beaucoup d'articles et 15 livres. Les racines historiques et théoriques de sa thérapie. Selon Moss, dans Seligman, la thérapie cognitive trouve ses racines théoriques dans les idées des philosophes stoïciens grecs et romains. Épictète croyait que les gens étaient troublés non par les choses, mais par leur manière de le percevoir. Comment vous percevez un militaire? Quand j'étais venu ici, je percevais dans 82, je percevais les militaires et les policiers que je voyais rarement comme nos militaires. Mais après 2 ans, j'ai vu qu'ils étaient différents de nos militaires. Laissez-moi vous dire que je n'avais pas une grande confiance aux militaires chez nous en 79, 75, vu tout ce qu'ils nous ont fait à l'université. Quand j'entends beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils retournent à l'époque de Mobutu, j'ai dit pauvres eux, ils ne voient rien. Ils veulent retourner, d'autres veulent retourner à la colonisation. Non, il faut regarder devant. Nous avons 2 yeux pour regarder devant et non derrière. Si le Dieu nous aurait mis des yeux derrière, ne regardez pas derrière, il n'y a pas de, nous n'avons pas Dieu derrière. Nos yeux se regardent devant. Alors c'est très important parce que beaucoup de gens dépriment puisqu'ils regardent toujours ce qui n'a pas fonctionné, qui a mal fonctionné derrière. Les psychologues constructivistes, tels que George Kelly, est un précurseur moderne de la thérapie cognitive. Kelly figure parmi les premiers théoriciens qui ont reconnu le rôle des croyances dans le contrôle et le changement des pensées. Attention à vos croyances. Celui qui croit à la sorcellerie tout le temps, il ne va plus dormir. Chaque fois qu'il se réveille, il a le rêve de sorcier. Cela ne veut pas dire que le sorcier n'existe pas, mais faites très attention à ce que vous croyez, à ce que vous pensez souvent. Pour Kelly, chaque individu a des constructions qui le rendent capable de donner sens et de catégoriser les gens. Comment vous me voyez? Comment vous me percevez? Quelle est mon image en vous? Quelle est l'image que vous avez de moi? C'était la question de Jésus. Qui dites-donc que je suis et qui dites-vous que je suis? Les constructions opèrent comme des hypothèses scientifiques qui préparent le chemin pour faire des prédictions concernant la réalité. Même les savants, ils ont des constructions hypothétiques avant d'aller au laboratoire. En pratiquant l'approche psychanalytique au début de sa carrière,
Beck avait observé que les verbalisations et les associations libres de ces patients étaient enracinées sur des pensées et des sentiments cachés. Déçu par l'approche psychanalytique, il commença à se concentrer sur la cognition pour pénétrer ces pensées cachées, ces constructions rationnelles et souvent irrationnelles. Il fut surpris de constater que ses clients expérimentaient des pensées qu'ils ne rapportaient pas dans leurs associations libres. Quand ils allaient en thérapie clinique psychanalytique, ils cachaient toutes leurs pensées, leur honte, leur gêne était cachée. Donc, leur cure n'était pas sincère, n'était pas objective. En demandant à ces patients de parler de leurs pensées actuelles, Beck était en mesure d'identifier les thèmes négatifs dans leur vie. Par exemple, quelle est votre pensée actuelle pour les universités, pour la formation théologique, pour les ministères, pour les pays? Je sais qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de difficultés cette semaine pour avoir l'essence. Mais pourquoi vous n'avez pas d'essence? Et ici au Canada, nous avons l'essence à 1,40 $. Le prix a baissé de 2 $, 1,40 $. Comment expliquer ça? On va dire, là, c'est un pays développé, mais non, il y a la construction sociale. Comment la société est construite? Et ces problèmes d'essence-là, nous avons ces problèmes depuis 74, 75, 76, quand j'étais à Lubumbashi, il y avait ces problèmes-là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, Beck est passé de la psychanalyse à l'approche cognitive parce qu'il a vu que la psychanalyse ne disait pas, ne pénétrait pas les pensées qui étaient à la base des sentiments et des comportements négatifs des gens. Que à l'intérieur de quelqu'un, ce n'est pas l'inconscient qui domine, mais c'est des pensées automatiques, des dialogues intérieurs. Et les individus développent des systèmes de croyances. Nous avons des systèmes de croyances qu'on appelle les visions du monde, collectives et individuelles. Et c'est en allant démonter ces croyances et ces normes, cacher ces schémas, ces patterns, qu'on va découvrir pourquoi l'individu pense comme ceci, pourquoi l'individu croit ceci, pourquoi l'individu se comporte comme ça. J'ai déjà vu des gens, vous pouvez lui donner même 1 000 $ aujourd'hui, demain, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Vous essayez de lui donner autant, demain, il n'a plus rien. Il ne sait pas multiplier l'argent, il ne sait pas économiser, il ne sait pas. Donnez-lui même 10 000, 100 000 $. Il y a des gens qui étaient devenus des ministres, ils ont touché des millions et qui sont devenus après de pauvres. Parce que leurs constructions mentales sont faites pour la pauvreté et l'appauvrissement. Ils pensent pauvrement. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de regarder un film qu'on a fait de notre quartier de l'enfance à Boma. Puis j'ai regardé comment les camps qui étaient beaux, les camps au Tragou, comment ces camps, aujourd'hui, c'est vraiment une jungle. Les gens ont construit dans un désordre lamentable. La ferme de Boma Kendele avait construit là, c'est abominable. Et pourtant, c'était de toute beauté. Ça n'avait rien envié au Canada en ce moment. On est dans les années 60. Là. Et toute cette dégradation depuis 65 nous ont ramenés au village, sinon plus en arrière qu'au village. Alors donc, il faut faire attention aux constructions mentales que les gens ont, nous dit Beck. Et c'est ça la force. Même quand vous prêchez, il faut être conscient que vous êtes en train de construire mentalement des gens. Vous pouvez mal le construire ou bien le construire. Aaron Beck et les sciences cognitives, page 233. Même si la théorie cognitive de Beck a été formulée à partir de ses observations et de ses travaux cliniques, son articulation a été largement influencée par d'autres théories psychothérapeutiques, la psychologie cognitive et la science cognitive.
La science cognitive existe. De plus, il y a des similarités entre la thérapie cognitive de notre ami Beck et les travaux d'Albert Ellis que nous allons voir et Alfred Adler, notamment à propos de l'importance des croyances. Notez ce mot croyance, il va revenir. Attention aux mauvaises croyances. Et aujourd'hui, il y a pas mal de faux prophètes qui donnent de fausses croyances aux gens. La théorie de la construction de la personnalité de George Kelly et le travail de Jean Piaget sur le développement de la cognition jouent un rôle technique dans la compréhension des systèmes cognitifs des individus. Et c'est pourquoi je vous donnerai quelques lectures de Jean Piaget. Les meilleurs disciples de Jean Piaget au Congo, c'est le professeur Massial. Le professeur Massial, c'est un spécialiste en Piaget, la psychologie génétique. Les tentatives théoriques pour développer des modèles informatiques de l'intelligence ou de la pensée ont aussi contribué au développement de la psychothérapie d'Aaron Beck. C'est-à-dire, quand vous fonctionnez, vous êtes le premier ordinateur, le meilleur. Il y a un ordinateur en vous, il faut en être conscient. Vous n'êtes pas seulement des sentiments, vous êtes un ordinateur d'idées. Chacun de nous est un ordinateur qui a des inputs et des outputs. C'est ça l'ordinateur. Il y a des inputs qu'on peut mettre dedans, il y a des outputs qu'on peut émettre à l'extérieur, qui sortent. Pendant que je vous parle, je parle à partir des inputs que j'ai, des informations, des connaissances que j'ai emmagasinées pendant plusieurs années, mais qui sortent maintenant output vers vous. Je suis un ordinateur, vous êtes un ordinateur. Il y a mon ancien étudiant qui est professeur, maintenant mon ancien étudiant de philosophie à l'Institut supérieur de théologie à l'ISTK, en Binza, qui a pris très au sérieux les études qu'il suivait avec moi et qui est devenu aujourd'hui un grand théologien philosophe à l'Université de Montréal. J'oublie maintenant son nom. Il est grand professeur ici à l'Université de Montréal, à 2000 km à 200 km de ma maison. Et il publie des très bons livres. Albert Ellis a aussi utilisé les approches actives pour confronter les croyances irrationnelles, comme nous le verrons. Les deux Beck et Ellis défient les systèmes de croyances de leurs patients à travers une interaction directe. Et parfois, on a du mal à trouver la différence entre les deux théoriciens. Certains disent que c'est Ellis qui a inventé la thérapie cognitive, d'autres disent non, c'est Beck, mais c'est Beck. Alors, nous allons voir comment cette thérapie est très importante à travers ce concept théorique d'abord. La recherche de Beck se fait à l'Institut de thérapie cognitive et cet institut existe encore et est dirigé par sa fille maintenant. Beck est décédé il n'y a pas longtemps. Les recherches en psychologie cognitive et dans les champs correspondants sont très importantes pour la mise au point des concepts et des techniques de travail en thérapie. Page 236. Les recherches dans ces domaines sont largement publiées dans différentes revues et différents ouvrages de la thérapie cognitive. Tout son centre de recherche ne fait que publier sur les avancées de cette thérapie. Selon Judith Beck, qui est sa fille, en un mot, les modèles cognitifs proposent que les pensées dysfonctionnelles, et c'est ça la clé, page 237, les pensées dysfonctionnelles ou les distorsions cognitives influencent notre humeur et notre comportement. Les pensées dysfonctionnelles, les pensées distorsionnées, déviantes, influencent notre humeur et notre comportement. Quand, par exemple, vous dites, ah, attention à dire, fouille, là, c'est mauvais, il est dangereux, eh bien, ces pensées vont diriger son comportement et va causer des troubles relationnels. Alors, c'est très important pour vous
même pour votre relation conjugale, d'avoir des pensées qui ne sont pas du tout distorsionnées ou dysfonctionnelles. Judith Beck poursuit et son explication du modèle cognitif en ces termes: l'évaluation réaliste et la modification de la pensée produisent un changement positif de l'humeur et du comportement. Je devais changer ma façon de voir mon propre pays et mon église d'origine pour l'aimer davantage. Je ne peux pas voir, par exemple, l'ECC à travers les hommes. Je dois voir l'ECC comme un don de Dieu. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est à lui qu'appartient l'église. C'est lui le vrai président de l'église. Je peux voir à travers les hommes, parce que les hommes vont vous décevoir. Voyez-vous comment on monte d'une pensée distorsionnée de l'église, dysfonctionnelle de l'église, à une pensée théologique, christologique, pneumatique de l'église. Et si les gens ne montent pas de niveau, ils risquent de dire, ils vont comparer l'évêque Bokele à tel, alors que quand vous comparez l'évêque Bokele à tel, il ne faut pas le comparer. Toutes les parcelles de l'église de propriété, c'est lui qui les a acquises. Même les campus de notre université protestante, c'est lui là. Il ne faut pas toucher une telle personne. Ils viennent par 100 ans, par 200 ans. Il ne faut pas comparer les mecs Bokele, jusqu'à présent, n'a pas encore de rival. Il n'y a pas de rival. Et puis lui, il aimait travailler avec des gens intelligents, compétents, convertis, capables de le défier. Quand j'étais avec lui, moi, je le défiais. On le remettait en cahier, il aimait ça. Il aimait ça. Il n'aimait pas des oui humaines. Alors, voyez-vous, et les gens qui ne le connaissent pas, il y a même quelqu'un que j'ai rencontré qui dit, oh, l'évêque Bokele, c'était un rosicrucien. Il n'a jamais eu de livre de rosicrucien. Jusque dans sa chambre à coucher, moi j'entrais, il n'y avait que la Bible. Donc, on a eu, c'est une grâce d'être avec le Chaoumba et les Bokele, nous autres. C'était des papas qui étaient des amis intimes. Donc, ils ont pris soin de nous. Ce que nous sommes vient d'eux. Voilà donc, ma pensée pour eux est une pensée saine, parce que j'ai été à l'intérieur de ces gens-là. C'est très important pour le savoir. Parce que moi, j'étais jusque dans son lit, quand il est couché au malade, assis avec lui en train de rire et de parler de prier. Donc, quand je parle de lui, je ne parle pas de quelqu'un de distant, de proche. Exactement comme Jésus avec le Père. C'est pareil. Alors, le but de la thérapie cognitive est d'enseigner aux gens à identifier, évaluer et modifier les dysfonctionnements de leurs propres pensées et croyances. Et c'est là que, par exemple, nous devons réécrire l'histoire de nos communautés, de nos églises, pour connaître les gens qui étaient là, qui ont fondé ces églises, ces communautés, jusqu'aux missionnaires. Comme les missionnaires ont fait un travail formidable. Quand j'entends les gens, les missionnaires nous ont aliénés, je ne sais pas. Les missionnaires ont créé même des petites villes dans les villages. Ils ont formé des médecins, des enseignants, et sais-je encore. Le travail qu'ils ont fait. Actuellement, tout ce que les communautés font, c'est la maintenance du travail qu'ils ont fait. Ils n'ont pas créé notre email qui PC et les écoles qu'ils ont créées. C'est que l'État essaie d'entretenir. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Donc, c'est là qu'avoir une passée, même en histoire, la critique historique nous permet justement de remettre en question les mauvaises histoires pour écrire les bonnes histoires. L'essence que l'on donne à un événement va déterminer notre réaction. Par exemple, quand on parle de la formation en counseling professionnel, quelle est l'essence? J'ai dit, le counseling professionnel, c'est une thérapie, une approche thérapeutique basée sur la connaissance de la fragilité de l'humain
qui a besoin de l'aide. Vous voyez encore, je peux vous donner multiples définitions. Et quand c'est le professionnel, il sait que l'humain est très fragile. Comme Jésus, quand il regardait la foule, il a vu que la foule était languissante et abattue comme un troupeau sans berger. Fragilité, vulnérabilité humaine. Et le coaching professionnel est une réponse à cette vulnérabilité, à cette fragilité de l'humain pour, n'est-ce pas, l'accompagner et lui donner de l'avenir et de l'espérance. Un patient peut trouver catastrophique de renverser son verre dans une rencontre sociale. Mais cet incident peut lui faire connaître une personne qui sera son ami pour la vie. Vous voyez, alors, tout dépend du sens qu'il donne à cet événement. Nous mangeons ensemble, je vous invite chez moi et puis vous renversez votre verre d'eau et le verre d'eau tombe sur moi, mais vous allez me connaître ce jour-là. Il peut sembler également catastrophique de constater que son fils adolescent refuse d'obéir. Mais cette désobéissance peut être une voie de définition de sa personnalité. C'est peut-être ainsi qu'il va devenir adulte, autonome, capable de se choisir lui-même sa voie. Prenons un exemple le plus près du monde, de la santé. Un patient qui se prépare pour un examen médical peut se sentir découragé en pensant. La douleur sera intolérable. Il n'y a pas longtemps, j'étais parti passer un examen de mon estomac. On devait vérifier si je produisais plus d'acide. Mais pendant un mois, dès qu'on m'avait averti, j'étais un peu énervé. Comment ça va se passer? Et j'arrive là, le docteur, le spécialiste me dit, bon, on va vous donner quelque chose qui va vous relaxer. Et j'ai dit, pas m'endormir, oui, ça va vous relaxer, il m'a dit. OK. Et puis, on va vérifier cela. Hein? Il m'a relaxé. Après moins de 10 minutes, l'examen était terminé. Je ne savais même pas comment ça s'est passé. Je m'énerve pour rien. Alors, un patient donc peut avoir peur d'un examen ou d'une opération qui va se dérouler bientôt. Et ici, on prépare les gens pour vous accompagner à l'hôpital, essayer de vous mettre à l'aise. Ce n'est pas comme quand ma femme avait accouché à Mabayemo. On est parti d'abord à la clinique de Sœur en Bise, en 80. Et on arrive là à la clinique, je laisse ma femme, au demain, peut-être va accoucher. Okay. Le lendemain, j'entre à l'hôpital, la sœur me dit, la sœur me dit, elle est partie mourir à l'hôpital Mamayemo. C'est comme ça qu'elle me répond. Aucune empathie. Aucune empathie. La douleur était intolérable dans mon cœur. Heureusement que j'étais en Christ et j'avais mon petit qui est maintenant un grand pasteur à Colorado qui transportait mon fils avec moi, mon fils aîné, dans le bus. Nous avons fait le bus, n'est-ce pas? Et le petit Mbo était là, très joyeux. Ce petit Mbo, maintenant, c'est un grand pasteur. Il m'a acheté plus de 2-3 costumes. C'est un grand pasteur. Alors, voyez-vous comment une mauvaise préparation pour un examen médical peut même entraîner la mort. Les interventions cognitives sont utilisées même à l'hôpital pour aider les patients à réorganiser leur façon de penser avant une grande opération, une grande intervention médicale. Une étape importante du processus des thérapies cognitives est d'apprécier la justesse des pensées mal adaptées. Dans l'exemple cité tantôt de l'examen médical, l'intervenant va s'intéresser avec bienveillance à comprendre le point de vue du patient concernant cet examen-là. Il va le questionner socratiquement pour accoucher les idées qu'il cache. Le patient peut en venir à penser cet examen est désagréable ou c'est dangereux comme dernièrement pour le Covid, les gens pensaient avec le vaccin, on va nous tuer tous. Mais l'homme qui nous vaccinait lui-même avait déjà pris le vaccin, il serait déjà mort avant. Alors, quand vous accompagnez quelqu'un, par exemple, dites non, moi aussi j'ai déjà suivi cette opération.
ça va bien se passer. Et parfois, on peut faire des hypothèses pour aider la malade à découvrir ce qui va arriver. Le grand problème ici, c'est de bien traiter les distorsions cognitives. Page 241. Qu'est-ce que les distorsions cognitives? Ce sont des déformations de notre manière de penser. Des informations qui déforment tout. Par exemple, quand on veut montrer l'Afrique, on va chercher les quartiers les plus pauvres. On ne sait pas qu'il y a aussi des quartiers très riches à Kinshasa. Il faut la balance. Les individus déforment souvent les choses. Et ces déformations des informations peuvent amener les gens à des folies. Et c'est très important, selon la théorie cognitive, chaque désordre mental est caractérisé par des types de distorsions cognitives. Et on peut relativement prédire ces distorsions. Je peux dire que quelqu'un, par exemple, qui voit que toute femme qu'il voit passer, il voit d'avoir toute femme qui va passer, il va finir un jour par être malade de faim. Il va finir un jour peut-être par attraper le VIH. Son comportement est dangereux. Les distorsions de la pensée sont le fruit des interférences arbitraires du sujet sur ses pensées. Et ce processus est bien entendu nourri et aggravé par nos problèmes extérieurs. Prenons par exemple, si vous avez vécu l'empoisonnement des membres de famille et qui est mort d'empoisonnement, quelque part chez un ami, un faux ami, et vous aurez de la peur d'aller manger chez n'importe qui. Et vous risquez de développer une pensée distorsionnée, dysfonctionnelle. Alors, tout en concentrant sur les pensées, les thérapeutes cognitivistes adoptent une approche holistique et considèrent chaque consultation comme étant une nouvelle situation. Il ne faut pas appliquer à chaque cas la même chose. Les distorsions de la pensée sont le fruit d'interférences arbitraires du sujet sur ses pensées. Page 244. Lecture des pensées. L'individu pense savoir ce que pensent les autres sur lui-même. Par exemple, les autres pensent que je suis un imbécile. Les autres pensent que je ne suis pas intelligent. Et l'individu projette cela sur les gens et ces gens-là n'ont rien dit. Il y a l'affirmation sans preuve. Ce sont la plupart du temps des prédictions aléatoires dans la forme négative. De toute façon, je n'arriverai pas à faire ça. C'est toujours comme ça. Il y a maximalisation et minimalisation en même temps. Tendance à surestimer ses échecs. Puisque j'ai déjà échoué, puisque je n'arrive pas à bien prêcher. Ah, laissez-moi vous dire que les meilleurs prédicateurs étaient d'abord de mauvais prédicateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette histoire, si je vous en avais parlé. J'avais un professeur de psychologie et de pédagogie à Kimpese, au début des années 70, le professeur Urbain Roséo de Newport. Je suis allé le voir à Newport, en Belgique, il y a 2-3 ans. Et ce professeur avait un neveu et qui, après la mort de son père, la mort du père de ce neveu, devait aller apprendre la boulangerie, à faire du pain. Et c'était son oncle qui le supportait, et le professeur Urbain. Un jour, il vient chez le professeur Urbain et il dit « Oncle, ce boulanger fait de très mauvais pain. Je ne peux pas continuer à travailler chez lui. » Son oncle lui dit « Non, travaille chez lui. Parce qu'en apprenant à faire du mauvais pain, vous apprendrez en même temps à éviter à faire de mauvais pain, vous commencerez à faire du bon pain. » Et c'est ce qui est arrivé finalement. Les gars ont appris à faire du bon pain et a pris même cette boulangerie et s'est enrichi grâce
à l'apprentissage de mauvais pain. Il a appris à ne jamais faire de mauvais pain. Voilà. Comment le professeur a évité à son niveau la maximalisation du négatif et la minimalisation de ce boulanger. Pour lui, ce boulanger était le meilleur parce qu'il apprenait aux gens à ne pas faire de mauvais pain. Généralisation abusive. Les hommes sont tous comme ça, les Aïrois sont comme ça, les Congolais sont comme ça. Mais tu es Congolais. Quand tu dis les Congolais sont comme ça, mais tu es Congolais, les Balouba sont comme ça. Mais tous les Balouba ne sont pas comme ça. Les Congos sont comme ça. Ah, c'est un Mongo, il est comme ça. Mais non, j'ai vu des Mongos très sains qui n'ont jamais eu de femmes à côté. Bokele Ale, c'est une exception. Je connais aussi le frère qui était mon directeur de l'école secondaire, le frère Mboyo, qui était le premier directeur noir de la colonie scolaire de Boma, parce que j'ai étudié à la colonie scolaire de Boma les 3 premières années de l'école secondaire avant de venir à Kimpese chez nous. Eh bien, ce gars-là, c'est un des frères qui n'a jamais eu de relation à l'extérieur, un des meilleurs enseignants et directeurs que j'ai eu. C'est un Mongo. Donc, chez le Mongo, il y a aussi des meilleurs, comme toutes les tribus. Il y a des gens qui ont des clichés comme ça quand j'entendais, je pense, moi, d'Anseni, qui parlait de tribus, il disait, ces tribus, voler, c'est bien. On a des clichés. Et ces clichés, ces patterns ne sont pas réellement vrais, ne sont pas fondés. Il y a un groupe de gens dans chaque groupe humain. Il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des corrompus. Dans chaque groupe, chez le Bas-Congo aussi, il y a des voleurs partout, il y a des menteurs. Sinon, il n'y aura pas de vol au Bas-Congo, partout. Alors, quand vous commencez à généraliser, vous avez des pensées distorsionnées, dysfonctionnelles, déviantes. Il y a des gens qui sont tout ou rien. Ou tu me donnes tout ou rien. C'est dangereux aussi. Il y a des déductions abusives ou sélectives. La tendance à ne retenir que ce qui sert l'idée anxiogène en sortant de son contexte. Cette idée-là. Il ne m'a pas passé le sel. Tu vois qu'il ne m'aime pas. Il ne m'a même pas salué. Peut-être qu'il était distrait. Il y a la tendance à personnaliser excessivement des événements. Vous ramenez les événements à soi. Tout ce qui arrive, c'est de ma faute. Tu n'es pas la fin du monde, tu n'es pas l'alpha et l'oméga. Regardons maintenant à la page 246, les pensées automatiques. Est-ce que vous pouvez noter, pendant que nous parlons comme ça, vous pouvez noter un peu les pensées qui vous arrivent, par exemple sur moi, les pensées qui vous arrivent dans votre tête. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de secours? C'est ce qu'on appelle les pensées automatiques, qui viennent sans votre contrôle. Les thérapeutes cognitivistes sont particulièrement concernés par l'impact des pensées individuelles sur la personne. Certes, les distorsions cognitives ne sont considérées comme étant la cause des désordres psychologiques. Ils sont néanmoins des composantes significatives. Mais ce qui est plus important, c'est des pensées automatiques, des pensées qui viennent même quand vous dormez, qui remontent sous forme de rêves. Les pensées automatiques peuvent vous amener à aller chercher une femme qui vient en rêve tout le temps, ou de l'argent, etc. Des pensées automatiques dont l'individu n'est pas conscient et n'arrive pas à contrôler. Et de telles pensées constituent un aspect de ses croyances individuelles, de ses schémas cognitifs. Un intérêt particulier est accordé aux distorsions cognitives. Imaginez maintenant si ces pensées qui viennent automatiquement sont des distorsions dans la compréhension. Et là, ça devient un désordre psychologique. Ce n'est donc pas uniquement les pensées inadéquates qui causent des désordres psychologiques, mais plutôt la combinaison des facteurs biologiques, développementaux, environnementaux, tout ce qui m'influence dans mon environnement et qui vient me bombarder en idées.
Les pensées automatiques occupent une part importante du processus de la détresse que prouve un individu. Même les dictateurs comme Hitler, ils avaient des pensées automatiques. Ils voyaient des coups d'État tout le temps. Idi Amin, c'est la même chose. Staline, des pensées automatiques. D'où l'importance de tenir compte de ces pensées dans le traitement des désordres psychologiques. Les pensées automatiques constituent les concepts clés d'Arenberg. Notez bien, les concepts clés, les pensées automatiques. Quand vous parlez avec quelqu'un, quelle est la première pensée qui lui arrive? Et dans les troubles psychologiques, les pensées automatiques sont souvent déformées, extrêmes, inadéquates. Elles s'enracinent dans les croyances négatives. Vous verrez ça dans le cas de Linda ici, qui n'arrivait pas à se décider d'appliquer pour un autre poste de travail parce qu'elle croyait que son application ne sera pas considérée. Je vous donne un exemple qui est assez marrant. Quand j'étais arrivé ici au Canada, j'avais écrit une lettre à l'Université de Montréal, à la faculté de philosophie et lettres, des arts, pour enseigner à l'Université de Montréal. Et le professeur m'a répondu, on ne va pas vous engager directement maintenant, mais nous vous donnons l'horaire. Choisissez un ou deux cours que vous allez commencer à donner pendant que le processus est en cours. Moi, au lieu de choisir un ou deux cours et de commencer à donner mes cours, comme j'ai fait toujours dans le passé, j'ai dit, bah, pour qu'ils me prennent, c'est ça, ces gens-là. Et j'ai laissé tomber et j'ai manqué un contrat juteux. Vous voyez? Les pensées automatiques peuvent vous faire empêcher quelque chose. Mais là, je ne fais plus ça. Comme dernièrement, on m'a pris comme membre du jury de philosophie pour l'université pédagogique de Mali, à Bamako. Ah, je dis, je l'accepte. Et là, ils étaient tout contents. Je suis comme le doyen de ces jurys-là et c'est merveilleux comme ça. Je revois le Mali que je n'ai jamais vu. Alors, c'est important d'être fidèle dans les petites choses et de ne pas se laisser diriger par des pensées distorsionnées. À côté des pensées distorsionnelles que nous avons vues ici, les pensées automatiques, il y a des croyances individuelles. Le thérapeute cognitif doit tenir compte de ce que les gens croient. Par exemple, je suis malade parce qu'on m'a lancé un sort. Je crois qu'on m'a empoisonné. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà les croyances que ces gens ont. Et je dis toujours aux gens une phrase qu'on m'avait dit par un des professeurs, le professeur de philosophie. L'acte par lequel on croit étant différent de celui par lequel on connaît, l'un est souvent sans l'autre. Il faut faire attention, l'acte par lequel on croit étant différent de celui par lequel on connaît, l'un est souvent sans l'autre. C'est-à-dire, on peut croire sans connaître et on peut connaître sans croire. Les croyances, les premières expériences de l'enfance, vos premières expériences même du ministère pastoral peuvent vous amener à croire que le ministère pastoral est comme ceci. Il faut faire attention à ça. Ce sont des expériences personnelles de soutien et d'amour de ses parents qui amènent l'individu à se dire « je suis aimable ». Et quand il a été haï par ses parents, il dit « je suis haïssable ». Ou il va dire « ah, les parents, les papas sont mauvais ». À partir de ses propres expériences, il va développer des croyances et des généralisations. Si vous répétez à quelqu'un, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable, il va finir par dire comme Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il dit, je suis un enfant, parce qu'on lui répétait chaque fois par les autres sacrificateurs, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant. À force d'entendre qu'il est enfant, il finit par être enfant. Les gens étaient très surpris. Moi, quand j'étais avec Papa Bouglé, on avait une relation saine. Je reviens encore là. Je ne me comportais pas comme un enfant, non. On avait une belle relation, très belle, très belle. Il me manque beaucoup. Une très belle relation. Je me rappelle toujours quand la première fois je suis rentré au Congo, en 89, il était là à l'aéroport, lui-même m'attendait. Et dès qu'il a pris ma main et mes valises,
il a levé les mains vers le ciel. Hein? L'homme qui était parti de retour. Quelle joie! Mais quelle joie! Vous voyez? Et ça m'a poussé à renier tous les postes qu'on me donnait aux États-Unis comme ici à cause de cet homme. C'est très important pour nous de donner une bonne impression, de créer une bonne atmosphère qui rend les gens heureux au lieu de rendre malheureux. Si tu demandais à l'évêque Bukelele comment il définissait l'amour, l'amour, c'est faire le bien et chercher le bien de l'autre, faire le bien à l'autre et chercher son bien. Alors, les expériences négatives dans l'Église peuvent vous rendre malade. Heureusement que moi, je trouvais l'évêque Bukelele de l'Église qui reflétait mon papa que j'ai connu aussi dans l'Église, hein, et d'autres professeurs dans l'Église. Il m'a donné une bonne vision de l'Église. Et j'aime toujours l'Église. Si les autres n'aiment pas ce que je fais, alors je ne vaux rien. Mais non, c'est un mauvais raisonnement. Les gens n'aimaient pas ce que Joseph faisait, mais ce qu'il faisait était bien et a sauvé toute sa famille. Tout l'empire égyptien était sauvé par Joseph et les nations de son temps. Et pourtant, ses frères n'ont pas apprécié ce qu'il faisait, ce qu'il disait, n'ont pas apprécié ses rêves. Voyez-vous? Et c'est très important de savoir que l'appréciation des autres est relative. L'objectivité d'un fait, d'une situation, dépend de la situation elle-même et pas d'un individu quelconque. Alors, vous avez les pensées automatiques, vous avez les croyances fausses, les fausses croyances, et là, je mets dans les fausses croyances toutes les fausses religions, bananisme, même au baptisme, pentecôtisme, tous les ismes, catholicisme, toutes ces religions aliènes. Vous voyez, l'aliénation religieuse peut être à la base des maladies mentales, des déviations mentales. Alors là, à partir de l'étude des pensées automatiques et des croyances négatives, distorsionnées, on va aborder le schéma cognitif. Les schémas cognitifs des individus sont constitués de leur perception du monde, comment vous voyez le monde, de leurs croyances et de leurs opinions d'où. Et vous avez un instrument important qui est le Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous, quand je vous donne ce cours, je suis même en train de réécrire un nouveau livre. Vous voyez? Parce qu'une nouvelle édition fera entrer, ça sera plutôt pas le counseling professionnel, mais le counseling chrétien. C'est l'autre. Ou mouthétique, le counseling mouthétique, le counseling de l'esprit. C'est un nouveau livre que je projette d'écrire. Voyez-vous ici, il y a un schéma. Quand à votre naissance, vous avez développé un schéma. Vous avez grandi avec des schémas. Et les gens qui viennent vous consulter, qui viennent de l'église, on dit, prenons quelqu'un qui a le schéma, on est pauvre. Ne vous attendez pas à une dîme de cette personne à l'église, à moins qu'il soit guéri de cet esprit de pauvreté. Voyez-vous? C'est pourquoi beaucoup de gens ne donnent jamais de dîmes. Je me rappelle encore quand je suis venu au Zaïre, au Congo, en 89, au Zaïre. J'arrive dans notre paroisse, un de nos collègues pasteurs ne donnait pas de dîme. Et puis, je lui dis, pourquoi tu ne donnes pas de dîme? Mais moi, je suis sacrificateur. Mais il dit, relis encore, toi qui as fait la théologie, vous êtes tous des docteurs là-bas, relis ta Bible, tu vas voir que les descendants d'Aaron donnaient la dîme depuis Aaron. La dîme de la dîme. Nous donnons la dîme de la dîme. On nous donne les dîmes. En principe, vous devez nous donner les dîmes. C'est comme une équipe pastorale apostolique. Et la dîme de la dîme va être donnée encore à l'église. Oh, voilà. Donc, nous tous, nous devons donner la dîme.
Et quand cette personne a commencé à donner sa dîme, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Voyez-vous, on a une pensée distorsionnée quand on ne donne pas la dîme. Voyez-vous comment on a une pensée distorsionnée. Parce que la dîme, c'est une clé. C'est bien dit dans Malachie, c'est une clé pour ouvrir les écluses des cieux. C'est une clé. Et Dieu parle avec des lois, des clés. Tu fermes les écluses des cieux si tu ne donnes pas la dîme. Tu ouvres les écluses des cieux si tu donnes la dîme. Même en tant que pasteur, les pasteurs qui ne donnent pas la dîme, ils volent Dieu. Ça, c'est pas gentil, hein? Alors voilà. Et alors, les types de schémas cognitifs que nous pouvons développer peuvent être des types positifs. Mais si on est positiviste et trop positif, là, c'est dangereux aussi. On peut aussi développer des schémas négatifs. Et ça devient une maladie. Les gens qui sont négatifs, tu ne peux pas faire avec une chose. Je me rappelle encore quand vous voulez construire la cathédrale. Et l'évêque était gagné, il faut la cathédrale du centenaire. On cherchait l'argent, il faut la cathédrale. Il avait la vision. Et les gens disaient, oh, c'est un éléphant blanc. Ils parlaient leur langage politique, comme si le temple de Jérusalem était un éléphant blanc. mais c'est intéressant. L'évêque n'écoutait pas cela. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, un homme, Papa Levo, c'était un pompier là, qui avait une pompe d'essence. Il habitait Lemba, une belle maison. Il nous a invités un soir, tous les pasteurs de la cathédrale, avant la cathédrale, tous les pasteurs de la paroisse internationale Saoumba. Et venez chez moi. Nous sommes allés là. Il nous a servi un beau dîner, comme les Congolais aiment. Et après le dîner, il a donné 1 million de Zaïre. 1 million pour la cathédrale. 1 million. La cathédrale que vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui ont donné. Moi aussi, j'ai mes chaises que j'ai achetées dans la cathédrale. Et quand il a donné 100 millions, nous nous sommes regardés avec Papa Bouguerel. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis allé dans son bureau le lendemain et il dit, quand nous allons partir en Allemagne, prochainement, nous allons leur présenter ces témoignages de quelqu'un qui a donné 1 million de dollars, des Zaïre. Et nous allons dire, c'est 1 million de Zaïre égale 1 million de Deutschmark. Vous devez donner, vous, 1 million de Deutschmark pour concurrencer ces gars. On ne savait pas qu'on entrait dans la philosophie des Allemands et des Américains, de matching. Ici, quand vous faites une concurrence pour construire un immeuble ou quelque chose de l'église, quelqu'un va dire, si quelqu'un donne 200 dollars, je vais donner 2000 dollars. Si quelqu'un donne 2000 dollars, je vais donner 200 000 dollars. Si quelqu'un donne 200 000, je vais donner 2 millions. Et ils aiment ça. Et quand on a dit aux Allemands que quelqu'un, un Congolais, un Zaïrois, avait donné 1 million de Zaïre et que cela pouvait représenter, selon les besoins, selon la situation de vie, 1 million de francs, directement les Allemands ont donné le montant qu'il fallait pour terminer le bâtiment de la cathédrale. Voyez-vous comment l'évêque avait une pensée qui n'était pas distorsionnée. Hein? Il avait une pensée très positive, hein? Très excitante. C'était beau d'être avec lui. Hein? Alors, c'est très important pour vous de développer des idées créatrices, des idées, surtout comme pasteur, faites attention aux gens d'idées qui vous arrivent. Ne faut pas être négativiste. Oh, l'Église ne peut pas faire ça. Oh, les chrétiens sont comme ça. Oh, mais de quoi vous parlez? Est-ce que Jésus parlait comme ça de l'Église et des chrétiens? Certains schémas sont associés avec la vulnérabilité cognitive des gens qui vous fréquentent, qui arrivent à la clinique, qui viennent vous consulter comme pasteur. Par exemple, un individu qui est déprimé peut avoir un schéma négatif tel que « je ne peux rien faire de bon dans ma vie ». Vous devez le prendre à partir de là pour jusqu'à l'amener à dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais il faut le prendre là où il est.
je ne peux rien faire de bon. Moïse ne pouvait rien faire de bon. Moïse, malgré sa formation pour devenir futur pharaon, après son échec, il a dit, je ne peux rien faire de bon. Mais au buisson ardent, il était touché, transformé. Moïse est même devenu Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron son prophète. Moïse, Dieu a dit, je fais de toi Dieu. Comme pour vous dire. Quand un client ou un patient ou quelqu'un de détresse vient frapper à votre porte avec des schémas négatifs, vous, comme intervenant, doté de cette formation, vous devez créer ce qu'on appelle un cognitive shift en anglais, c'est-à-dire un changement cognitif. Votre rôle, c'est d'amener les gens de la cognition négative ou distorsionnée vers la cognition positive et alignée. Et c'est le travail. Venez avec moi à la page 252. Ouvrez vos livres à la page 252. Là-bas, vous avez les modèles de schémas cognitifs. Les individus vivent des situations mauvaises. Prenons aujourd'hui, il n'y a pas d'essence dans la ville. Il n'y a pas assez d'essence. Les gens parlent. Ils ont parlé. Au lieu de créer des méthodes pour arriver à solutionner le problème. Leur cognition dévie. Leurs émotions montent. Ils deviennent très, très, très en colère. Et le comportement devient des comportements maladifs. Voyez-vous, vous avez le schéma à la page 252. Une situation donnée crée une façon de penser négative. Cette pensée négative va susciter des émotions négatives. Et ces émotions négatives vont vous pousser à un comportement négatif. Voyez-vous, ce n'est pas l'inconscient qui est derrière, c'est la situation qui est derrière. Et c'est très important de voir comment se développent ces schémas cognitifs. Les cognitions sont composées globalement de nos pensées provoquées par des situations existentielles. Nos représentations, comment vous représentez le Congo, comment vous représentez l'Église. Si vous représentez l'Église comme quelque chose de pauvre, vous aurez une Église pauvre. Mais si vous représentez l'Église comme un instrument de Dieu, de la grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu, le corps du Christ, eh bien, vous aurez le corps du Christ. Avec des gens bénissants, oui, des gens bénissants. L'approche cognitive se propose donc dans un style précis, ancré dans l'ici et le maintenant, d'aborder avec le sujet son appréhension du monde extérieur et de son propre monde. Comment découvrir en soi des schémas qui amènent aux mauvaises pensées, aux mauvaises émotions et aux mauvais comportements. C'est ce qu'on appelle le processus distorsionné, les pensées automatiques qui amènent à des schémas qui conduisent à l'échec. Alors, vous avez à la page 255 quelques exemples que je donne là de pensées de type distorsion. J'ai trop de travail, je ne vais jamais arriver aujourd'hui. Et là, il panique, il se décourage. Voici la pensée alternative, je peux demander de l'aide. Un autre exemple de déduction abusive, comme je suis né dans une famille pauvre, je serai pauvre. Je me rappelle, un jour, j'ai trouvé des propriétés qu'on vendait à Lutendele là-bas. À ce moment, Lutendele était vide, puis j'ai acheté quelques parcelles, puis j'ai demandé à certains pasteurs d'acheter aussi. Allons acheter là. Un seul est parti. Puis j'ai demandé pourquoi l'autre n'est pas parti. Puis on m'a expliqué, lui là, son père n'a jamais eu de parcelle. Il n'aura jamais de parcelle dans sa vie. Mais ça, c'est faux. C'est distorsionnel. C'est dangereux. Le cognitivisme est avant tout une science de la pensée. Dis-moi comment tu penses, je te dirai qui tu es.
C'est un outil conceptuel efficace pour identifier les différentes natures de nos pensées qui nous assaillent nuit et jour. Attention à nos pensées automatiques. Il faut vérifier de quelle nature sont ces pensées. Attention à nos pensées irrationnelles et à nos rationalisations subjectives. La démarche cognitive consiste à démonter toute forme de pensée distorsionnée pour les remplacer par des pensées objectives, vérifiables, saines, positives. Alors, je vous donne le devoir d'aller lire de la page 259 à la page 259 à la page 291 pour que je puisse, de la page 259 à la page 297, pour que prochainement nous puissions aborder calmement ces chapitres-là, parce que nous allons voir l'approche cognitive d'Albert Ellis qui est un peu différente de l'approche cognitive de notre ami Aaron Beck. Mais pour lui, retenons surtout les pensées automatiques, les croyances. Aveuglantes, les croyances qui nous envahissent. Par exemple, les pharisiens dans la Bible, avec Jésus, ils étaient pleins de pensées automatiques distorsionnées quand ils voyaient Jésus. Tout ce que Jésus faisait le jour du sabbat était mauvais. Imaginez-vous si vous travaillez avec une telle personne à l'église. Ceci dit, avez-vous des questions sur ce sujet? Vous n'avez pas de micro, on dirait. Oui, je pense. Je ne vous écoute pas. Si vous avez... OK, comme ça, je vais me mettre ici. Est-ce que vous voulez me donner encore 30 minutes pour continuer? Je veux conduire Albert Ellis, si vous me permettez. Comme vous n'avez pas de questions. Qu'est-ce que vous pensez des questions? Je ne vous écoute pas. Si vous voulez que je continue, montrez-moi, faites-moi. OK, merci beaucoup. Albert Ellis a développé ce qu'on appelle la thérapie rationnelle émotive comportementale. Rationnelle émotive comportementale. REBT. Et ses fondateurs décidaient de changer ce nom en 1993 afin de mieux articuler la cohérence entre sa théorie et sa pratique. Thérapie rationnelle émotive comportementale. À l'origine de cette thérapie rationnelle émotive comportementale, il y a à la fois le cognitivisme, mais aussi le behaviorisme. La thérapie émotive rationnelle comportementale vise le changement sur deux niveaux. Et les thérapeutes se concentrent sur la résolution immédiate et pratique du problème. On aide les clients à remettre en question ses pensées, mais aussi à changer de comportement. Allons voir rapidement
cette thérapie et je laisse de côté la biographie d'Élise. Vous pouvez lire ça de la page 263 à la page 267. Les modèles de la thérapie émotive, rationnelle, émotive, comportementale, c'est ces modèles qu'on appelle ABC, page 267. ABC. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble? A, B, C, B, C. Disent les Anglais. Ces modèles sont utiles pour comprendre la personnalité. Comment comprendre la personnalité d'un individu? Très important. Ce modèle est très, très utile pour comprendre la personnalité de l'individu qui vous approche. L'essentiel de la théorie d'Élise est ce qu'il appelle son ABC modèle. Et ce modèle est utile pour comprendre la personnalité et le changement qui a lieu selon la thérapie rationnelle émotive comportementale. Selon ce modèle, l'individu répond à un événement activant ou stimulus activant, ça c'est A. Un événement activant qui a des conséquences émotives et comportementales, C, conséquences. Un événement activant qui a des conséquences émotives et des connaissances comportementales. A, B, C. B, c'est behavior. Alors, c'est très important de savoir que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, il faut chercher quel est l'événement activant qui a conduit à ces comportements, à cette conséquence, l'événement activant. B, believe plutôt, je m'excuse, c'est pas behavior, believe, quelle est la croyance qui l'a conduit à cette situation? B, believe. Ces croyances irrationnelles causent souvent des difficultés émotionnelles, conséquences comportementales. Voyez-vous, il y a l'avènement activant, l'activant, il y a la croyance, il y a les réactions émotionnelles et il y a les comportements. Le rôle principal du thérapeute en approche rationnelle émotive comportementale est de discuter vers cette lettre D avec son client de ses croyances irrationnelles en le défiant par le biais de différentes techniques de discussion. Les thérapeutes utilisent aussi un certain nombre de techniques cognitives, émotives. Ils évaluent, ils discutent et pour changer les croyances. Voici les bases de la théorie de la personnalité d'Élise. Les bases sont des données psychologiques, biologiques, sociologiques et philosophiques. Son approche philosophique s'enracine dans ce qu'on appelle un hédonisme responsable, c'est-à-dire l'homme est à la recherche de plaisir et un humanisme combiné à la rationalité. Ce qui compte, c'est l'humain, mais il faut qu'il soit rationnel. L'hédonisme renvoie à la recherche du plaisir. L'homme aime le plaisir, il veut éviter le peine, les punitions, les souffrances. Et l'humanisme rationnel renvoie à l'approche holistique de l'homme. Il faut, l'homme, pour le rendre heureux, il faut rencontrer tous ses besoins physiques, spirituels, matériels, psychologiques, etc. La rationalité fait référence aux gens qui utilisent des méthodes efficaces, flexibles, logiques, scientifiques pour accomplir leurs valeurs, pour accomplir leurs objectifs. Alors, les facteurs principaux de la personnalité chez Élise sont les suivants. Il y a les facteurs biologiques. L'homme est d'abord biologique. Il est vulnérable biologiquement. Il peut être malade biologiquement. Pour d'autres, beaucoup de personnes, quand ils sont malades, c'est le diable. Mais non. Maman Hollande était là, comme papa Hollande, ils sont morts.
C'est normal. L'homme est vulnérable. Et vous savez qu'une des raisons de la mort de Maman Olambi, c'était la fatigue, l'épuisement. Pendant tout le temps qu'elle attendait l'enterrement, c'est de l'épuisement émotionnel. Mais les Congolais ne voyaient pas ça comme ça. La vulnérabilité émotionnelle, c'est un facteur biologique. Il y a les facteurs sociaux, comme l'essence aujourd'hui a de l'incidence sur les déplacements, etc. Facteur social. Donc, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs sociaux, et il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs professionnels qui sont dans le social. La théorie de la psychothérapie d'Ellis se caractérise par le fait de tenir compte de la rationalité, de l'émotivité et du comportement humain. L'accent sur la cognition trouve ses antécédents de la psychothérapie d'Adler, qui se concentre fortement sur les croyances individuelles. Faites attention à vos croyances individuelles. La thérapie rationnelle émotive comportementale utilise la théorie ABC. L'activant les croyances, les conséquences sur le comportement. Même si on utilise des instruments d'évaluation pendant la psychothérapie, la théorie ABC constitue les références centrales, toujours. Quand vous parlez avec quelqu'un, qu'est-ce qui a activé cette situation? Qu'est-ce qu'il croit? Et les conséquences, son comportement. L'approche principale de cette thérapie consiste à discuter avec les clients à propos de ces pensées irrationnelles. Oh, parce que je suis au Congo, c'est pourquoi on ne m'engage pas. Peut-être qu'il y a des compétences qu'il faut. Toutefois, beaucoup d'autres stratégies cognitives, émotives et comportementales qui sont utilisées. Et regardez la page 278, la fonction thérapeutique de la théorie ABC. La théorie thérapeutique rationnelle, émotive, comportementale est centrée sur les modèles théoriques ABC. Selon ces modèles, tous les individus poursuivent des objectifs qui peuvent être supportés ou déclenchés par des événements activants. Tous les individus, il n'y a aucun individu. Même vous autres, ce que vous faites ici, il y a un événement qui a activé votre comportement. Et les individus réagissent consciemment ou inconsciemment avec leur système de croyances et avec lesquels ils répondent aux événements. Illustrons un peu l'opérationnalité de la théorie ABC. Pour illustrer ces principes élaborés par Ellis, ABC, examinons un cas traité selon la psychothérapie rationnelle émotive comportementale. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Kelly, qui voulait devenir psychologue. Son objectif. Par conséquent, elle devait bien réussir ses tests et examens intermédiaires en psychologie, en statistique, en mathématiques, croyances rationnelles, événements activants. Quand Kelly reçoit la note A dans un de ses cours, événements activants plaisants, elle expérimente la croyance qu'elle est capable de devenir une excellente psychologue. Comportement. Par conséquent, elle devient plus passionnée dans ses études et ses travaux, émotions positives, comportement efficace, conséquences positives, cheminement vers la satisfaction de ses objectifs, croyances rationnelles, événements activants, non plaisants, Kelly reçoit 7, page 280, dans un de ses tests de psychologie. C, c'est une note d'échec presque. Elle commence à expérimenter la croyance ci-dessus. C'est très mauvais. Je pense que je ne pourrai pas réussir dans mes études et devenir un bon psychologue. Je déteste l'échec dans mes études. Elle peut être frustrée et laisser tomber ces études-là. Sa croyance, à partir de la note qu'elle a eue, peut compromettre son avenir. La croyance de Kelly peut sembler être irrationnelle. La thérapie rationnelle et émotive comportementale a des objectifs.
Et en général, la thérapie émotive, rationnelle émotive, consiste à aider les clients dans son processus d'autoréalisation et de recherche de son bonheur, de son avenir, de son espérance. L'objectif intermédiaire majeur est d'aider les clients à développer un mode de pensée plus lucide, plus rationnel, plus efficace. Et les individus apprennent ainsi, à travers la thérapie, à traiter de manière effective leurs sentiments, leurs pensées, leurs croyances, leurs situations pour arriver à développer des stratégies qui leur permettront de se réaliser. Évaluation du client. La thérapie rationnelle émotive comportementale recommande 2 types d'évaluation. Le premier type consiste à évaluer les cognitions et les comportements qui sont à la base d'un problème du client. Quelles sont les cognitions et les comportements qui sont à la base? Quel est l'événement activant? Le deuxième type d'évaluation utilise le modèle ABC pour identifier les problèmes du client. Il faut savoir quel est l'activant, quelles sont ses croyances, pourquoi c'est tel comportement. Est-ce qu'il y a une histoire de ce comportement dans sa vie? Les 2 types d'évaluation, surtout le deuxième, ont lieu tout au long de la thérapie. Quelle est la relation entre thérapeute et client dans la thérapie rationnelle, émotive, comportementale? La meilleure façon de développer une relation selon Ellis dans cette pratique thérapeutique est d'aider les clients à résoudre le problème immédiat, les problèmes qui se posent maintenant. Après avoir demandé au client ce qu'il veut discuter avec vous, il faut passer à l'identification des événements activants, des croyances irrationnelles, des conséquences émotionnelles et comportementales, afin d'aider les clients à circonscrire son problème dans les temps et dans l'espace pour arriver à chercher ensemble des solutions adéquates, idoines. Et c'est très important dans la thérapie rationnelle, émotive, comportementale, d'être toujours à l'écoute du client. Quand vous parlez avec votre client, n'hésitez pas à l'encourager, de le persuader, éviter les exagérations, les instructions sévères. Parfois, tu peux chanter, et même le pays chante, plein d'humour, raconter des anecdotes, puis revenir au problème. Le format de session de cette thérapie comprend 10 étapes, 10 sessions. On dit plutôt 10 étapes de travail. Premièrement, la première étape, c'est la récapitulation de la première session et la restitution des évaluations. Chaque fois que vous rencontrez, la récapitulation. Deuxièmement, l'étape de l'humeur. Vous examinez l'humeur, le comportement. Vous examinez les pensées qui reviennent chaque fois quand il vous parle. Troisièmement, il faut élucider le travail à faire, notamment les changements qu'il faut opérer. Quatrièmement, il faut donner des devoirs. Je vais vous donner le type de devoirs qu'on donne, des exercices qu'on donne, pour aller chercher les événements activants, les croyances et les conséquences comportementales et émotionnelles. Le travail thérapeutique selon le modèle théorique A, B, C, D, E, F que nous allons voir dans la suite. Toujours résumer ce travail, donner de nouveaux devoirs, obtenir le feedback et terminer la session. J'aimerais que vous puissiez passer à la page 288 pour terminer avec le modèle A, B, C, D, E, F. Ce modèle qui s'est inspiré beaucoup de la thérapie comportementale et même rationnelle aussi, cognitive. Un modèle très intéressant
Premièrement, vous commencez par identifier et décrire les événements attirants. A. Deuxièmement, vous identifiez les croyances. B. Believe en anglais. Troisièmement, examiner avec les clients les conséquences négatives des événements activants et des croyances. C. D. Débattez calmement avec votre client sur ses croyances et sur ces événements qui ont précédé la situation. Cinquièmement, décrivez les résultats que vous êtes en train d'atteindre chaque fois que vous rencontrez avec les clients. Et enfin, sixièmement, dernière phase de la thérapie, laissez les clients exprimer de nouveaux sentiments et des comportements positifs produits par vos rencontres thérapeutiques. Alors maintenant, pour vos débats thérapeutiques, il faut être très prudent pour ne pas blesser davantage le client. Les discussions doivent être logiques, mais aussi détendues. Les discussions doivent être empiriques et très pratiques. Les discussions doivent être édifiantes, stratégiques et fonctionnelles. Les discussions doivent partir de croyances irrationnelles de ces clients pour l'amener vers des croyances rationnelles, des alternatives. Les styles de discussion doivent être un style didactique où on apprend quelque chose, pas des discussions stériles. Un style socratique où on pose des questions pour accoucher de bonnes idées. Un style métaphorique, et nous sommes très riches, nous autres, avec nos proverbes, n'est-ce pas, nos sentences. C'est là que nous pouvons aller chercher dans notre culture, n'est-ce pas, des proverbes, des sentences, des paraboles qui nous permettent de faire notre thérapie. N'oubliez pas l'humour. L'humour joue un grand rôle en thérapie. Et à un moment donné, il faut détendre les malades ou celui qui est en crise par l'humour. Savez-vous qu'aujourd'hui, les humoristes en Occident gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils détendent beaucoup les gens qui vont à leur séance. Il y a d'autres approches que je donne ici, vous pouvez les lire à la page 294-295. En conclusion, la thérapie rationnelle émotive comportementale est une thérapie brève qui ne dure pas un mois. Et pendant 5 ou 12 sessions, on va chercher tout simplement tous les événements activants qui ont emmené la personne à tel ou tel comportement, à telle ou telle difficulté, problème, à partir de la croyance et des émotions que cet événement activant a déclenché. Voilà un peu ces modèles qu'on appelle ABCDEF. En réalisant les livres, vous allez davantage intégrer cela. 2 choses que je vous promets de vous donner. La première chose, c'est une synthèse de la manière des questions qu'on pose en thérapie rationnelle, émotive, comportementale. Et la deuxième chose, un test de dépression de Aronbeck. Voilà. Maintenant, si le pasteur Martin peut nous donner la voix pour dialoguer avec vous et terminer avec ces dialogues. Merci. Si, je ne sais pas, est-ce que vous nous attendez maintenant? Très bien. Très bien. Merci. Donc, on a coupé là-bas. À vous maintenant la parole des questions. Moi, je voulais juste, je ne sais pas si ça peut être l'éclaircissement. Je me disais, si nous prenons les croyances des autres, comme vous avez dit, les ismes, ne pensez-vous pas
Et là aussi, nous voulons tomber aux maximalisations, qui est aussi une distorsion cognitive. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous Donc, plaît? je reprends. Je dis ceci. Si nous prenons l'idée que tout ce qui est isme, peut-être des religions en isme, et là aussi, nous ne tombons pas aux distorsions cognitives qu'on appelle maximalisation que nous avons dit avec vous. Non, il faut aller avec prudence. Par exemple, tu es baptiste, par exemple, mais tu ne vas pas détester les pentecôtistes. Tu ne vas pas détester l'évangélique. Ah, vous êtes des protestants tous, issus de la Réforme. Et ce qui est intéressant ici, vous allez voir, les pentecôtistes de l'église de la Pentecôte, il y a des églises de l'Assemblée de Dieu, Church of God, tous sont des pentecôtistes, mais ils s'excluent entre eux. Ils vivent dans des distorsions cognitives terribles, des croyances qui deviennent avec. On se demande finalement s'ils croient dans la vérité. Parce que si tous croyaient dans la vérité, ils seraient unis. Pourquoi toutes ces divisions? Ça rendait l'évêque Maboukelé malade. C'est désordre protestant qui permet à une église qui est dans la fausseté à côté de nous, à des églises dans la fausseté, de triompher parce que nous nous mangeons les uns les autres. Si. Donc, vous avez raison de dire, attention de tomber aussi dans la maximalisation. Oui, c'est vrai. Donc, il faut être, il faut, comme disait Gaston Bachelard, si vous avez lu Gaston Bachelard, il parle de la vigilance épistémologique. OK. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Le pasteur Samuel, moi, ma préoccupation, c'est sur les pensées automatiques. Est-ce que vous en avez? Avez-vous des pensées automatiques maintenant? Bien sûr. En tant qu'humain, j'en ai aussi. Voilà. Vous avez dit que ce sont les pensées qui viennent sans votre contrôle. C'est donc je suis d'accord. Oui. Tel pas aussi, je dirais, le résultat de l'environnement dans lequel la personne a évolué. Parce que vous avez l'exemple des dictateurs, les Hitler et même les Mobutu, disons-le clairement. Hein. Est-ce que ce ne sont pas aussi, je dirais, l'influence dans laquelle ces personnes ont évolué et que ces choses étant emmagasinées dans leur subconscient et par moment, ces choses sont projetées dans la conscience, un peu aussi en forme de songe, comme vous l'avez dit, ou même pendant que la personne est là devant en train de parler. En plein ça. Il est devant un auditoire. En plein ça. Et ça structure même notre conscience. Ce n'est pas emmagasiné seulement de l'inconscient, mais même notre conscience est structurée par ça. Et c'est là qu'il faut surveiller vos structures de jugement, de pensée. Et même parfois, j'écoute la prière de quelqu'un que j'écoute, mais d'où vient cette prière-là? Oui. Vous vous demandez. Alors, comment notre conscience est structurée? Et est-ce que notre conscience est chrétienne et christocentrique? Et c'est là que nous pouvons remettre en question, justement, notre christianité. Jusqu'à quel point notre conscience est structurée par l'amour, la foi et l'espérance, les trois vertus théologales. Jusqu'à quel point notre connaissance de Dieu est profonde et sérieuse. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais cette connaissance, ce n'est pas une connaissance épistémique. Ce n'est pas une connaissance non plus gnosologique. Quelle est cette connaissance qu'on nous demande dans Jean 17, 3? Non, c'est vrai ce que vous dites là. Le milieu nous détermine aussi notre manière d'être, notre vision du monde.
notre Weltanschauung, la vision du monde. Oui. Il y a aussi quelqu'un d'autre? Merci. Bon. Juste une question. Oui, maman. Merci. Pour la question des dîmes, si lui-même, pasteur, c'est un travailleur, est-ce qu'il doit donner dîmes ou bien dîmes normales? Je pense que vous avez suivi, papa. Quel est votre... Parce que pasteur... Maman dit, Uh-huh. en tant que sacrificateur, hein, le pasteur travaille, c'est un fonctionnaire. Mhm. Et lui aussi, on lui... Mhm. Est-ce que lui, il va donner la dîme dans la totalité ou il va tout simplement percevoir la dîme des dîmes qu'on lui a données? Donc, parce qu'il a deux choses là-bas. Oui, Il dit, oui. en tant que professeur, je prends moi-même, je suis professeur. On me paye la totalité du salaire que j'ai. Mhm. Je vais attendre tout simplement les dîmes qu'on donne à l'église et je prélève dîmes des dîmes ou je vais prélever dans ce que j'ai comme salaire et je prélève la dîme. Donc, le premier maman, est-ce que le sacrificateur ne paye que la dîme des dîmes ou il paye aussi la totalité de la dîme? Il faut aller dans le livre de Lévitique, hein, tout ce problème est bien traité chez les Juifs, c'est le problème de ce problème. Je donne la dîme de tout ce que Dieu me donne. Oui. Je paye la dîme de tout ce que Dieu me donne. Moi, j'ai souvent eu des entrées différentes, églises, cours, conférences, et je paye la dîme de tout ce que Dieu me donne. Oui. Maintenant, et quand j'étais à l'ISTK, on avait une caisse qu'on appelait avec ma femme la caisse de Dieu. Donc, en plus de la dîme qu'on donnait, parce qu'on avait d'autres entrées, on gardait cette dîme-là chez nous pour la donner à d'autres. Par exemple, on a payé les frais de scolarité de certains étudiants avec ça. C'est une dîme. Je ne pouvais pas l'amener à l'église parce que si je l'amenais là, on ne l'amènerait pas aux études. Alors, une dîme, par exemple, j'avais un salaire comme directeur de l'école et j'ai gardé la dîme de ce salaire-là et ça a sauvé des gens, dont l'un qui est venu me rappeler, j'avais oublié moi-même, et qui m'a sauvé la vie plus tard. Donc, la dîme, il faut donner la dîme de tout ce que tu as. La dîme de ton élevage, la dîme de ton salaire, la dîme de ton bénévolat si on vous donne un peu. Il faut donner la dîme de tout. Parce que quand je donne ma dîme, je dis ceci, rien ne m'appartient. C'est lui qui a ouvert la voie pour que je fasse le doctorat, pour que je sois pasteur, pour que je sois père de famille, pour que je sois un bon commerçant. C'est lui qui me bénit, c'est à lui qu'appartient tout, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Par conséquent, je donne mon petit impôt pour qu'il continue à m'assurer la protection, comme nous payons l'impôt régulièrement ici à notre gouvernement canadien et en retour, le gouvernement assure notre sécurité, la sécurité des biens de personnes. Ça lui permet, parce que c'est une taxe, la taxe que nous payons au gouvernement assure notre bien-être. Donc, maman, si j'avais à répondre, je dis, il faut donner la dîme de votre salaire, il faut donner la dîme de la dîme. C'est clair? Ceci dit, est-ce que quelqu'un peut nous conduire dans la prière? Pasteur Martin, vous-même, pouvez nous conduire dans la prière pour terminer? Merci. Et la prochaine séance, c'est quel jour encore? C'est le mardi. C'est mardi, jeudi. Et aujourd'hui, c'est jeudi? Oui. Oh, je pensais que c'était mercredi. Moi, je pensais que vous aviez aussi cours le matin, parce qu'on m'a signalé que vous aviez aussi cours. Ah, c'est très intéressant. Donc, nous, c'est le mardi et le jeudi. Ok, c'est bon, c'est ça, c'est vrai. Après-midi. Et quand tu es témoin, je dis, c'est mercredi, c'est pas jeudi.
Mais de toute manière, je suis toujours prêt. Félicitations. Parce que moi, j'ai eu peur. Mon Seigneur qui m'a dit que vous devriez intervenir quelque part. Et je me suis dit, il sera fatigué, donc il ne sera pas avec nous. Tu lui dis bonjour de ma part. Merci. Alors, prions. Et j'attends son invitation pour aller prêcher dans son église. Bon, si nous pouvons prier pour clôturer cette journée. Yosopona yo. Asia. Yosopona yo. Père Saint, merci Papa pour ce temps. Nous avions passé devant toi. Comme cours, mais il nous a nourris holistiquement, mentalement, intellectuellement, et nous voici, maintenant nous sommes à la fin. Nous prions que vous puissiez remplir, donner de l'énergie, la force physique, mentale, psychologique aux professeurs qui n'abandonnent pas et qui travaillent à tout moment. Il n'y a que le seul Dieu que tu puisses le protéger. Je remets aussi tous les autres, les étudiants, malgré les difficultés de transport, malgré des périodes difficiles, mais ils se sont donnés avec un gros empressement pour venir jusqu'ici et suivre. Ils l'ont pris à cœur. Merci, Papa. Bénis tous ces amis. Sois avec nous. Seigneur, nous connaissons qu'il y a des imperfections dans ce que nous avons commencé. Comme il est dit dans ta parole, la terre était informe et vide. Donne forme à cette institution qui a commencé sans forme et que ça puisse avoir une forme. Et pas demain que ce soit des institutions de référence. Amen. Sois avec nous. Nous avons terminé aujourd'hui. On dit tout et chacun de nous jusqu'à ce qu'il va arriver à la maison par ta seule gloire. Et que quand nous allons nous rencontrer, nous n'oublierons pas à te louer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dirons toujours à toi seul la gloire. Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas pour mardi de lire de la page 303 à la page 356. Et nous allons rester dans cette étude parce que c'est très dense. C'est la 303 à 356. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tondele.